d'AgroParisTech à Lille. On vous souhaite la bienvenue dans la maison des ingénieurs de l'agro. On est vraiment ravis évidemment qu'on puisse tenir ici ce matin. Je vais être très bref, je vais simplement souhaiter une matinée d'échanges constructifs pour la durabilité, l'écologie et un monde plus juste et équitable, bien entendu. Et je passe la parole à Marie qui va présenter le projet européen et entrer le principe matin. Voilà, merci à tous, c'était éco-chef. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a déjà en partie introduit Nicolas, nous sommes ici réunis à AgroParisTech à Lille pour signifier le partenariat de SS France et d'AgroParisTech sur le projet européen BASE qui consiste à notamment aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire à amorcer, à mettre en place et à vraiment à rentrer dans le cœur de leur transition écologique. Je vais passer la parole du coup à Aurore, qui va être notre speaker pour la table ronde. Bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, le projet BASE, il a pour vocation d'identifier les besoins en compétences et ensuite de pouvoir proposer une offre de formation pour faciliter cette montée en compétences des organisations de l'économie sociale et solidaire, en réalité sur plusieurs enjeux, sur transition écologique, transition numérique et inclusion. Néanmoins, nous, on est venu nous chercher côté français sur les enjeux de transition écologique et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce partenariat entre SS France et AgroParisTech. C'est un projet qui dure sur 4 ans, on a déjà fait 18 mois. Des événements comme ça, il y en aura un chaque année. D'ailleurs, l'année prochaine, on espère pouvoir le faire dans le cadre du forum JP d'AgroParisTech pour faire le lien justement avec les étudiants et puis on espère motiver des organisations de l'ESS à venir sur le forum pour donner envie aux étudiants aussi de s'engager dans ces structures-là. Donc on a un peu de travail d'ici l'année prochaine. Mais sachez que pour les structures de l'ESS qui sont là aujourd'hui et les réseaux, sachez que les enjeux de formation, on devra les traiter en année 3 et 4, donc assez vite finalement. Et l'idée n'est évidemment pas de réinventer l'eau chaude et de recréer des formations qui existeraient déjà, mais évidemment aussi de s'inspirer de ce que vous faites déjà dans les réseaux et dans les écosystèmes pour voir comment on peut combiner une offre qui soit lisible pour l'ensemble des organisations de l'ESS et accessible. Et on a un objectif commun d'avoir 200 personnes formées à l'issue de la 4e année, donc c'est quand même un gros enjeu. Et on espère que vous pourrez toutes et tous mobiliser vos partenaires, vos adhérents, vos membres sur ces enjeux de formation. On va commencer donc cette journée avec une table ronde sur justement les organisations de l'ESS sont-elles la réponse aux besoins de sens au travail de la jeune génération de professionnels. C'était aussi un petit clin d'œil au discours des bifurqueurs de l'agro de l'année dernière et de montrer que certaines personnes avaient déjà d'une certaine façon bifurqué dans des organisations d'économie sociale et solidaire et qu'il existe aussi des solutions de terrain qui peuvent peut-être répondre aux attentes, aux ambitions de bifurcation qu'avaient ces étudiants. Donc, on reçoit 4 personnes sur cette table ronde. Je vais faire dans l'ordre comme ça. Jean-Philippe Teboul, donc délégué général d'orientation durable, qui est un cabinet de recrutement, mais qui nous présentera évidemment un petit peu sa structure avant de prendre la parole. Marilyn Philippi, enseignante, mais pareil, qui vous représentera le cadre, parce qu'il y a beaucoup de cadres différents où tu interviens, Marilyn. Antoine Détourny, qui est délégué général de SS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Et puis David Cluzot, qui est vice-président, si je ne dis pas de bêtises, d'Uniformation, mais pareil, qui représentera le cadre et pourquoi, dans quel mandat vous êtes vice-président d'Uniformation. Donc, on va commencer cette table ronde avec une première vision plutôt transversale des enjeux d'économie sociale et solidaire et des métiers pour les jeunes générations. Antoine, on va commencer avec toi. L'année dernière, ESS France avait réalisé une enquête auprès des citoyens et des citoyennes pour pouvoir avoir leur avis sur la question de la responsabilité territoriale des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et puis ce qui est ressorti en fait de cette étude? Bonjour à toutes et tous, merci merci de me donner la parole, Aurore, sur le sujet pour certes parler de la responsabilité territoriale des entreprises et de l'enquête qu'on a fait, mais je pense que Marilyn l'évoquera de manière, j'ai envie de dire, beaucoup plus précise.
Ce qu'on a essayé de faire à travers, ce qui est intéressant, c'est surtout ce que ça révèle. Ce qu'on a essayé de faire à travers ce travail, c'est de comprendre sur un des axes de ce que sont les aspirations aujourd'hui que l'on projette sur l'entreprise, donc son rapport au territoire, comment l'économie sociale et solidaire était perçue. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que proclamer des valeurs, proclamer une utilité sociale, etc., tout ça c'est très bien, mais on est toujours soumis à deux choses. Un, la reproche de l'incantation. Deux, la capacité à attirer des gens qui sont là pour faire du greenwashing ou du social washing. Et donc, on a besoin de documenter, pour celles et ceux qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, quand je dis les acteurs, c'est évidemment les parties prenantes au sens large, parties prenantes publiques, citoyens, consommateurs, usagers, etc., fournisseurs, clients, qu'importe, bénéficiaires, mais aussi les parties constitutives. Et je fais bien la différence entre les deux, puisque dans les parties constitutives d'une entreprise, il y a ses salariés. Dans l'entreprise de l'ESS, il se trouve qu'on a souvent une double casquette. Soit on peut être dans une coopérative à la fois le salarié et le dirigeant, et on peut être en même temps le consommateur et le dirigeant à travers différentes modalités. Pourquoi je parle de ça et pourquoi c'est important pour l'ESS, c'est que je suis en difficulté, moi, quand j'entends parler de quête de sens, parce que je ne pense pas que l'ESS soit supérieur en termes de sens. Je pense que le boulanger qui fait les bonnes chouquettes le matin, il y projette le sens qu'il y met, et c'est quelque chose peut-être d'un peu intime. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on fait sens de ce que l'on fait. C'est-à-dire quelle est la cohérence que l'on peut donner à nos modèles, et comment cette cohérence, eh bien, elle s'anime. Et ça, c'est une question qui est propre à l'ESS, c'est pour ça que c'est une question de compétence. Et c'est pour ça que nous en parlons dans le cadre de ce programme européen, je resitue. Du coup, j'essaie de faire sens. On en parle dans le cadre de ce programme européen parce qu'il est issu de réflexions de la Commission européenne qui dit quoi? Qui dit, en gros, pendant 50 ans, 60 ans dans le marché unique, on n'en a pas eu grand-chose à faire de l'économie sociale et solidaire. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure qu'il y avait des crises, bon c'est souvent comme ça avec nous, hein. C'est quand ça ne va pas qu'on s'aperçoit qu'on est là et qu'on est utile. Alors je ne vous les détaille pas, les crises que l'Union européenne a vécues et est en train de vivre, que eh bien, il y avait des formes économiques qui représentaient non seulement plus de 13 millions de salariés dans l'Union européenne, mais en plus apporter en termes de solidarité territoriale, en termes de vie démocratique, en termes de modèle de production et d'échange, des choses différentes que ce que peut apporter le modèle dominant. Donc c'est un vrai virage politique stratégique, et derrière, l'Union européenne restant l'organisation qui cadre le marché unique, elle s'est dit mais comment on intervient et comment on essaie de faire évoluer ces modèles qui peuvent être aujourd'hui en difficulté. Un des programmes qui a été créé, c'est celui des programmes de formation, notamment des compétences, en posant la question de quelles sont les compétences propres à l'ESS, mais surtout comment elles s'articulent demain avec les enjeux nouveaux d'inclusion et les enjeux nouveaux des entreprises de l'ESS face à la transition écologique. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà pourquoi, ce matin, on va notamment parler de cette question-là. Et moi, je ne sais pas si l'économie sociale et solidaire est prête à engager sa transformation écologique. Ce qui est sûr, c'est qu'une organisation représentative de l'ESS, puisque c'est notre job comme ESS France, en tout cas c'est ainsi que l'on connaît la loi, doit se poser la question, parce que c'est la question de sa représentativité qui est posée. C'est-à-dire si une organisation représentative n'embrasse pas ces sujets-là, ne propose pas une hauteur de vue, ne voit pas les différents fils, eh bien, elle risque d'être désuète dans ce qu'elle dit. Et deuxième chose, c'est comment on essaye de mettre les mains dans l'organisation de tout ça. Alors c'est évidemment pas facile, parce que de toute façon, la transition écologique, ou la transformation écologique, est sans doute un des plus grands défis qui est posé aujourd'hui à l'humanité.
Et donc, ESS France avec AgroParisTech travaille sur les essaie de délimiter, de poser des jalons sur ces compétences. Et nous, on pense qu'une façon d'aborder les choses, c'est la question du territoire. Parce que dans tous ces grands enjeux, dans tous ces grands débats, la question de la proximité, elle n'est pas anodine, et anonyme non plus. D'ailleurs, le lapsus est intéressant parce qu'elle démontre, le besoin d'avoir des choses à porter pour faire sens. D'avoir des choses qu'on peut toucher, qu'on peut interpeller démocratiquement, c'est extrêmement important, et voire même dont on peut s'emparer. Voilà pourquoi, quand on a fait le petit travail sur la responsabilité territoriale, et puis je vais terminer là-dessus, eh bien, on a voulu montrer que l'entreprise, l'organisation de l'économie sociale et solidaire, très souvent associative ou coopérative, mais pas que, est vue quand même très nettement comme ayant une plus forte responsabilité territoriale. Et donc est un axe d'action à porter, et nous donne, au regard de l'ensemble des citoyens, et pas seulement de nos parties prenantes de l'ESS, une responsabilité, celle de créer des cadres et de créer les prises de pouvoir pour celles et ceux qui voudraient s'engager dans l'économie sociale et solidaire, salariés, bénévoles, nous le sommes quasiment toutes et tous, et dans bien d'autres dimensions. Ouais. Merci Antoine pour cette introduction aussi de recadrer dans quoi ça s'inscrit plus largement au niveau des ambitions de la Commission européenne. Justement, Marine, est-ce que toi qui travailles tous les jours sur les enjeux de responsabilité territoriale des entreprises, tu peux nous expliquer déjà de quoi il s'agit, de quoi on parle quand on parle de RE, parce qu'on a beaucoup entendu parler de RSE, RSO, donc c'est quoi le lien, c'est quoi les différences et surtout qu'est-ce que ça implique et en quoi ça engage en fait aussi les entreprises. Bon, bah, écoutez, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je pense que déjà, c'est quand même important de vous remercier, à la fois ESS France et les amis d'AgroParisTech, pour cette invitation et surtout pour ouvrir le débat. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Antoine, on peut avoir une incantation, et puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait et on le voit avec AgroParisTech, les discussions autour de on bifurque, comment, qu'est-ce qu'on fait. Ça questionne beaucoup et ça pose des questions quand même, je pense, fondamentales, qui est finalement qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour répondre à ces crises qui sont énormes, quoi. Et quand on est jeune, ça interpelle sur le futur de pourquoi je vais m'engager, comment je vais m'engager. Alors moi, je suis sensible à ça aussi parce que, comme tu nous as dit de nous présenter, moi je suis professeur d'économie à Bordeaux Sciences Agro, qui est l'école d'agronomie des Nouvelles-Aquitaine, et chercheuse associée MIRAE à AgroParisTech. Donc effectivement, on a développé des travaux sur la responsabilité territoriale des entreprises. Alors qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, déjà, c'est pas un polar, hein. Donc je veux dire, la responsabilité territoriale des entreprises, on l'a définie au cours d'un travail de recherche qu'on a mené avec un groupe de chercheurs et un groupe d'acteurs, comme le fait d'entreprendre en responsabilité collectivement pour le bien commun. Donc je vais décliner tout ça, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être en responsabilité, mais collectivement. Je pense que c'est très important, et pour le bien commun. Alors pourquoi? En fait, l'idée c'est de se dire, quand ESS France l'année dernière avait lancé le travail sur qu'est-ce que... voilà, on a fait, ça a été un peu le fil rouge du mois de ESS, là, avec eux. Ça a été de se dire, d'abord on fait un sondage. Et en fait, plus de 70%, je crois, des Français trouvaient que les entreprises devaient avoir une responsabilité sur leur territoire. Donc ça déjà, ça a interpellé parce que tout le monde se dit on sait ce qu'est la responsabilité territoriale. Mais en fait, pas vraiment. Pourquoi? Parce que la RTE, elle a un lien évident en termes autour de la notion de responsabilité avec la RSE. Alors finalement, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on parle de RSE territorialisée ou pas? Nous, on pense que non. On pense qu'aujourd'hui, les questions de la RSE, c'est important pour les entreprises qui viennent s'engager, qui vont chercher à développer un impact amélioré sur l'environnement, le social, l'économique, etc. Mais en fait, ce qui change profondément avec la responsabilité territoriale des entreprises, c'est d'abord le fait qu'on passe de l'individu au collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise qui se met en RSE, qui va même aller... plus elle se met en RSE au cœur de sa stratégie, plus elle va engager ses parties prenantes externes, donc les fournisseurs, les clients.
Mais en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que la responsabilité, c'est quelque chose qui va engager une création de valeur dans le collectif et qui va se nourrir des interdépendances. Et c'est pour ça que le territoire est important, comme l'a dit Antoine, parce que c'est le lieu de création des proximités. Et donc on le voit dans ce basculement, il y a vraiment l'idée de créer du lien, de créer du sens et donc créer de la valeur. Et cette valeur aujourd'hui, elle n'est pas seulement économique. Elle va être sociale, elle va être environnementale, elle va être sociétale. Et on va le voir dans la discussion de cette table ronde. Cette valeur, elle passe hors radar. Et ça, c'est souvent ce qu'on voit dans l'économie sociale et solidaire. Je trouve qu'Antoine a été très dur, quoi. Est-ce que l'ESS est prête à s'engager dans sa transformation? Moi, je dis qu'il y a quand même des unités sur le terrain qui se sont déjà bien engagées. Hein. Mais par contre, on ne voit pas toujours bien et on ne sait pas mesurer. Donc ça pose des questions. Donc la RTE, ça souligne d'abord le basculement de cette logique individuelle et collective, de se dire vraiment comment on crée du lien, comment on fait du sens collectivement. Et puis la deuxième basculement, en fait, je dirais qu'on va observer, c'est qu'en fait on va partir des besoins. On n'est pas dans une logique de l'offre, de services, de biens pour donner, vendre, mais bien sur qu'est-ce qui se passe concrètement, quels sont les besoins concrets, et puis on construit ensemble une solution de réponse. Et ça, on est bien sur la logique aujourd'hui de la transformation agroécologique, de transformation pour faire sens autour de réponses, parce qu'on n'a pas forcément de solution. Et que cette co-construction, elle se fait vraiment en fonction des territoires, des acteurs, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, et on le voit par exemple avec les territoires zéro chômeur ou avec les pôles de coopération économique, c'est qu'en fait, on va regarder ce dont on a besoin et comment on crée une solution. Donc, on part vraiment du besoin concret. Et ça, c'est un élément qui est très, très fort parce que ça inverse complètement les logiques. Et donc, en fait, la question se dit, mais bon, si on a une construction locale, une structure locale, qu'est-ce qui va être différent? Ce qui va être différent, c'est que on va amener deux choses. La première, on va amener la question de la gouvernance, de se dire comment des entreprises qui peuvent avoir des intérêts divergents vont travailler ensemble. Donc, comment je crée un consensus, une dynamique de coopération. Et deux, comment j'agis pour le bien commun. Donc, si par exemple, je prends l'exemple de l'emploi, et après on pourra en revenir dans la discussion sur les questions justement qui vous concernent, de monter en compétences, de quelles compétences, etc., c'est que peut-être employer quelqu'un, c'est pas seulement lui donner un salaire, mais c'est aussi répondre à ses besoins j'ai besoin d'un logement pour pouvoir prendre cet emploi, ou de transport, et de crèche. Voilà, donc il y a tout un ensemble qui se constitue autour de cette réponse à fournir un emploi. Et aujourd'hui, la question de la montée en compétences, de voir comment je peux travailler eh bien ça va toucher ce changement de transition. Et donc le territoire, il apparaît comme le lieu où on va co-construire vraiment ces réponses. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet à la fois de repenser le territoire, la dynamique territoriale, mais aussi l'emboîtement. On n'est pas sur du localiste, fermé, mais au contraire, on est sur l'enchevêtrement des niveaux de gouvernance pour pouvoir construire des réponses qui font face en local aux enjeux globaux. Voilà. Merci Marie. Et en effet, on perçoit bien dans ce que tu dis que ces évolutions qui nous touchent, que ce soit sur des questions du numérique, de l'écologie, et même en fait j'ai envie de dire des évolutions sur les notions d'inclusion, puisqu'on voit bien qu'on ne se positionne plus aujourd'hui de la même façon qu'il y a quelques années, de fait donc, sont liées au territoire, c'est-à-dire que d'un territoire à l'autre, on le voit en ce moment avec les inondations, elles ne touchent pas forcément tous les territoires, elles demandent des réponses adaptées au territoire. Et David, du coup, sur ces questions-là, elles font nécessairement évoluer aussi et les compétences de l'ESS, parce que ce qui est très intéressant aussi dans l'ESS, c'est qu'on a des solutions justement souvent locales et adaptées aux besoins du territoire qui se créent en fait par de l'innovation sociale, etc. Donc, est-ce qu'on voit de nouvelles compétences arriver? Et surtout, de fait, comme tout acteur économique, les structures de l'ESS sont confrontées à ces mutations.
doivent aussi faire évoluer les compétences existantes. Et quand on met Uniformation, donc après que vous ayez présenté peut-être aussi ce qu'est Uniformation évidemment, qu'est-ce que vous observez en matière d'évolution justement des besoins en compétences de l'ESS et même des compétences elles-mêmes dans l'ESS ces dernières années? Demandez par quel bout j'allais prendre le sujet. On va commencer par Uniformation, c'est pas mal. Uniformation, c'est donc un opérateur de compétences. Le métier d'Uniformation, c'est d'accompagner des branches professionnelles et des entreprises, associations, pour l'essentiel, je vais y revenir, pour comprendre le besoin en compétences et construire le développement des compétences des salariés. Uniformation, c'est l'opérateur de compétences de la cohésion sociale. Alors, tout ça pour préciser que je ne vais pas parler de l'ESS. Non, mais je vais parler des associations. C'est ce qui est un petit peu, c'est pas la totalité de l'ESS, ce qui veut dire que le prisme qui est le mien est un prisme un petit peu réduit en fait par rapport à l'ESS. Je pense que si je parlais des coopératives, je ne dirais pas exactement ce que je vais raconter dans 30 secondes. Donc Uniformation, c'est une partie par ailleurs du champ associatif. Le champ de la cohésion sociale, c'est aussi bien du secteur de l'aide à domicile, à l'animation, mais on passe aussi par l'habitat social ou certaines mutuelles. La question s'est posée à nous il y a assez longtemps. On a commencé au sein d'Uniform. C'est un secteur très militant. Le secteur associatif, c'est un secteur militant. C'est un secteur qui prend pied dans les territoires et dans les soucis des habitants. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les habitants qui sont porteurs de projets associatifs n'ont pas à un moment ou à un autre le souci de se dire on va s'intéresser à la question de l'environnement. Et quand on est dans le champ associatif, il y a plusieurs manières de le faire. Je crée une association spécifique qui va être la défense des droits, autour de l'environnement, autour d'aller dire dans le Pas-de-Calais, il faut arrêter de construire là où passent les fleuves, c'est ça. Enfin, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet de militance qui ne va pas obligatoirement, pour le coup, appeler une évolution en termes de compétences, puisque là, c'est la question politique, la question de mobilisation. Et puis après, il y a de se dire, mais comment je peux participer finalement à la construction d'une responsabilité environnementale? Et qu'est-ce que je peux apporter? Et là, quand on est dans le secteur associatif, finalement, il y a aussi plusieurs manières de le faire. La manière de le faire, c'est parce qu'on est en association, et donc que le projet est un projet partagé, peu importe, mais en tout cas, au moins le projet est partagé par des équipes de bénévoles qui ont une forme de conscience et par des salariés, tu le disais, donc de se dire qu'est-ce qu'on construit dans ce projet, et ça prend pied notamment dans l'objet social et la déclinaison de l'objet social. Ça, c'est intéressant à les percevoir, parce que c'est un peu comme ça qu'on va mesurer la maturité, finalement, du secteur associatif pour savoir est-ce qu'on est mature sur la question de la transition écologique. Alors, on essaie de le mesurer par rapport à un certain nombre de données, notamment la dynamique collective. C'est extrêmement important, mais pas que. Et une fois qu'on a mesuré cette maturité, c'est le premier pas. S'il n'y a pas de maturité sur la question de la transition écologique, le secteur associatif, notamment de l'ESS, n'est pas prêt à engager cette transformation écologique. C'est un vrai sujet. Et quand on sonde, parce que finalement, aujourd'hui, on est tous en train de parler d'études, ce qui veut dire qu'on n'est qu'au stade, au début, finalement, on est aux prémices d'un engagement plus fort, ou en tout cas plus exprimé. Et quand on sonde les associations adhérentes à Uniformation, là, 93%, c'est énorme, qui disent on est plutôt, voire extrêmement concernés par la question de la transition écologique. Quand on va un petit peu après dans le détail, on s'aperçoit que finalement, il n'y a plus qu'un tiers des associations qui se sont mobilisées pour faire quelque chose autour de l'écologie, de manière très concrète. Voilà. Et ça s'élargit un petit peu à 2 tiers s'il s'agit de l'action indirecte. Donc on a ce sujet aujourd'hui, quand on a Uniformation, de savoir, et ça dure depuis longtemps, de 2012, alors on a accéléré un petit peu notre rythme parce que la loi climat résilience de 2021 a donné une compétence aux opérateurs de compétences pour accompagner les entreprises qui adhèrent dans cette question de transformation, de la transition écologique. Donc le pas, il reste à construire et il reste à franchir. Donc, là, c'est la question de la maturité et de l'objet social. Et après, se pose tout de suite, une association, c'est la question de la compétence et du développement des compétences. À quelles compétences on met en œuvre? Et donc, ça appelle aussi la question de la transformation des métiers.
Quand on est dans le champ de la cohésion sociale, on s'est interrogé de deux manières. C'est dans la question de la transition écologique. Quand on parle de métiers, il y a les métiers qu'on dit verts, donc ceux qui vont avoir une action extrêmement directe sur la question de la transition écologique, et les métiers verdissants, donc qui par effet collatéral, pour le dire de cette manière, vont s'engager dans la question de l'accompagnement de la transition écologique. Quand on est dans la cohésion sociale, dans le secteur associatif que représente Uniformation, l'essentiel des métiers, ce sont des métiers verdissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a très peu de métiers nouveaux. Il y a très peu de métiers nouveaux dans le secteur associatif. Il y en a quelques-uns, par exemple, dans le secteur de l'éducation, qui vont être des éducateurs sur l'animation éco-responsable. On va créer des vrais métiers d'animation et d'éducation à l'environnement. Ça se renforce très fort. On va aussi avoir des métiers autour des recycleries, de ce type d'initiatives et des métiers là qui se créent de manière nouvelle. Mais pour le reste, et pour l'essentiel, c'est une adaptation des métiers. C'est vraiment une adaptation des compétences, et donc une adaptation des compétences. Et quand on interroge, on interroge un directeur d'association, il dit en fait, je vais diriger ma structure en intégrant dans mon projet la dimension transition écologique. Je ne fais que l'intégrer, je ne transforme pas. Je suis du responsable de développement, je conduit du projet en lien avec la question de la transition écologique, environnementale, évidemment sur le territoire. Et de tout ça va découler après, finalement, puisqu'il y a peu de nouveaux métiers et peu de transformation des compétences, il y en a, mais vraiment de manière... on s'inscrit dans les compétences existantes et dans les métiers existants pour les amener à avoir une vision sur la transition écologique et peut-être quelques domaines experts. Les projets, le besoin en formation, il se situe là. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon métier d'organisateur de manifestations sportives d'avoir une éco-responsabilité? C'est quoi? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre dans ce cadre-là? Alors c'est important. C'est important et c'est là-dessus qu'aujourd'hui le secteur associatif de la cohésion sociale va particulièrement travailler. Donc former les salariés à faire évoluer leurs pratiques dans les métiers qu'ils exercent, mais aussi globalement, un autre mouvement important, c'est former les salariés pour accompagner les publics qu'ils accueillent. Parce que le champ de la cohésion sociale, c'est les publics qu'on accueille. Et ça, on va le retrouver à tous les niveaux. Dans l'habitat, par exemple, une formation des gardiens d'immeubles ça se développe de plus en plus avec les bailleurs sociaux, pour accompagner les habitants, les locataires, vers des comportements éco-responsables. C'est à la fois la gestion des déchets, bien évidemment, mais c'est aussi les économies d'énergie, c'est aussi, voilà, c'est tout un tas de questions de cette nature-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le secteur de l'économie sociale et solidaire, en tout cas celui qui est hébergé à Uniformation, est en train de se préparer à la question de la transformation écologique. Merci David pour ce premier tour, même si on reviendra un petit peu plus précisément justement sur ce que vous faites à Uniformation pour accompagner justement ces besoins d'adaptation dans le cadre de la transformation écologique des organisations. Jean-Philippe, du coup, pour compléter justement un petit peu ce premier tour de table sur, de manière transversale, les enjeux d'évolution aussi des compétences dans l'ESS, vous allez présenter orientation durable évidemment, mais sur la partie recrutement pour l'ESS, quelles sont les évolutions justement que vous pouvez voir à deux niveaux ces dernières années, c'est-à-dire dans les postes qui sont proposés? Est-ce que ce sont des choses que vous avez vues évoluer, et notamment en matière de transition écologique, et les profils qui viennent, et peut-être comme on reviendra dans un deuxième temps vraiment sur les enjeux de transition écologique plus largement, et c'était très intéressant qu'on en parle comme ça, sur la question d'engagement, puisque c'était aussi l'objet de la table ronde sur le sens au travail, etc. Quelles sont les dernières évolutions que vous voyez sur justement ces jeunes professionnels qui arrivent dans le monde du travail et leur rapport aux organisations de l'économie sociale et solidaire? Merci. Bonjour tout le monde. Il y a un énorme changement depuis 3-4 ans en termes de positionnement des candidats pour les métiers avec du sens. En quelques mots, orientation durable, on existe depuis un peu plus de 10 ans, on est un cabinet de recrutement spécialisé sur l'économie sociale et solidaire. Nos clients les plus connus, c'est Amnesty, Restos du Cœur, Oxfam, Greenpeace. Donc on est vraiment sur l'ensemble du spectre, avec pas mal de coopératives, pas mal de médico-social, pas mal d'habitation sociale parmi nos clients. On fait, je crois, 130 missions de recrutement par an. On n'est que sur l'ESS. On refuse les missions RSE. Pendant les questions, j'expliquerai pourquoi si ça vous intéresse. Mais pour revenir sur le sujet, en un fait, l'évolution qu'on a vue entre avant et après le recrutement, même si pour moi ça a démarré il y a 6-7 ans, en 2021, on fait un recrutement d'un poste de chargé de partenariat
pour un organisme de microcrédit. Et on avait fait exactement le même poste en 2019. En 2019, on avait 80 candidatures et on avait 15 candidatures éligibles. En 2021, on avait 30 candidatures, dont 5 candidatures éligibles. Donc la baisse, elle est énorme et on retrouve ça, pas forcément sur tous les postes, on retrouve ça énormément pour les postes entre le SMIC et 3 000 € bruts par mois. Pour les postes de DG au-dessus de 90 000 € par an, non, il n'y a pas de grosse évolution. On doit en faire 15 par an à tout casser. Il y a la terre entière qui se jette dessus. Non, ça bouge assez peu. Ce qui est en train de se passer, et je pense que c'est un mouvement sociologique intéressant, même si on en parlait au Aurore, il faudra attendre quelques années pour voir si ça va durer. Le travail est en train d'être remis à la place de gagne-pain. On était depuis les années 80, les années Reagan, dans ce qu'on appelle la hustle culture. Ce qui était valorisé, c'était le boulot, c'était bosser beaucoup. On se définissait par son travail. Une partie de soi, c'était son boulot. Et c'était la 5e, 6e, 7e évolution de la vision du travail. Les Grecs avaient leur propre vision du travail et ainsi de suite. Et là, ce qu'on voit, je pense que ça a démarré il y a 6-7 ans, quand on regarde les premiers hashtags. Il y a 6-7 ans, il y avait des hashtags sur Internet assez intéressants qui commençaient à se développer. Je n'ai pas de travail de rêve parce que le travail ne me fait pas rêver. Mais là, effectivement, c'est en train de s'installer. Cette notion-là, la conséquence, elle est très concrète et on verra que ce phénomène qu'on appelle grande démission, grande rotation, il touche tous les secteurs, mais en fait particulièrement le SS. C'est que la personne, le jeune professionnel qui, a 5 ans, aurait voulu avant toute chose être chargé de com à Emmaüs. Aujourd'hui, il va chercher un boulot de chargé de com qui est le plus intéressant sur le coefficient salaire, intérêt du boulot. Accessoirement, s'il peut éviter d'avoir 5 bénévoles de 30 ans de plus que lui au-dessus de son épaule qui lui disent comment on modère des posts sur Facebook, il prend. Et il va chercher à côté son engagement. Il va rejoindre le week-end en tant que militant Alternativa ou Extinction Rébellion ou Dernière Rénovation ou autre chose qui lui semble beaucoup plus conforme à son analyse politique. Donc on est beaucoup plus touché. Le phénomène d'où il vient, j'aime bien l'explication d'un sociologue, Edouard de Grévy, qui dit il y a un élastique qui a pété entre une société qui nous demandait de nous identifier à notre travail et des boulots de moins en moins intéressants, notamment à cause des algorithmes. Moi, ça fait 13-14 ans que je dirige l'orientation durable. J'ai vu l'évolution des conseillers bancaires. Ils me font de la peine maintenant, aujourd'hui. Il y a 6-7 ans, jusqu'à il y a 6-7 ans, il y a encore une vraie confrontation. Il ou elle est en face, on discute, nous, on est une TPE d'en dessous d'1 million d'euros, donc on est plutôt considéré comme une très petite boîte. Et encore à l'époque, ça discute, il y a un rôle, ça négocie. Aujourd'hui, on lui donne les données, il les rentre dans l'ordi, c'est la machine qui dit oui ou qui dit non, et il est là pour se faire engueuler à la place de la machine. Et quand vous regardez l'évolution avec les caisses automatiques du boulot des caissiers dans les supermarchés, c'est exactement pareil. Donc, boulot de moins en moins intéressant, et de l'autre, la société qui te dit ton travail, c'est qui tu es, il y a un moment, ça pète. Est-ce que ça va durer? Ça, il faut attendre la prochaine crise du travail. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une situation de tension du travail favorable au candidat. Donc le candidat peut poser des questions. Un autre phénomène qu'on voit qui est super intéressant, il y a 4-5 ans, CDD versus CDI, j'ai 30% de candidats en moins pour un CDD. Aujourd'hui, j'ai 30% de candidats en plus. C'est extrêmement complexe quand on creuse rapport à l'engagement, rapport à beaucoup de choses, mais je donne cet exemple pour dire, quand je discute avec on passe beaucoup de temps à discuter avec des candidates pour comprendre, c'est en train de bouger, ils me disent, moi le CDI, je vais te le prendre, le temps de choper les 3 bulletins de paye pour pouvoir avoir un appartement. Et après, je sais que je vais pouvoir trouver un CDD derrière. Si demain, on arrive à une inversion de la tension sur le marché de l'emploi, si ça devient beaucoup plus compliqué, est-ce que vous, pour le coup, quand je vois l'âge des gens
dans la salle. Est-ce que vous allez tenir? Est-ce que vous allez craquer? Il est impossible de le savoir aujourd'hui. Après, pour finir, qu'est-ce que ça change? Ça change pas mal de trucs. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, Antoine. On est passé d'une demande de sens à une demande de cohérence. Moi, ce que j'entends très souvent, on va, c'est notre boulot, chercher souvent pas mal de candidats en leur disant pourquoi, tout ça, est-ce que ce poste ne vous intéresse pas? Et ils disent non. Moi, je ne veux pas me retrouver, et j'y reviendrai beaucoup dans la deuxième partie, en train de bosser pour une association qui m'annonce qu'elle fait la révolution, alors qu'en fait, elle est justement là pour justifier le système. Je préfère de loin être dans une bonne vieille boîte du privé, où il y a une cohérence entre ce qu'elle annonce et ce qu'elle fait. C'est ça qui est beaucoup plus recherché aujourd'hui que le sens. Et derrière tout ça, il y a une grosse perte de confiance dans les structures de l'ESS, mais ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie, donc c'est un teasing pour la deuxième partie. Donc en effet, c'était intéressant de pouvoir commencer cette table ronde sur tous les enjeux de lien à l'ESS, à sa responsabilité, à ce pourquoi on peut être attiré pour travailler dans ce type de structure, mais je voulais qu'on puisse vraiment refocaliser la deuxième partie de cette table ronde sur les enjeux de transition écologique et en réalité de transformation écologique de l'ESS. Marie, justement, pour revenir sur la question de la responsabilité territoriale des entreprises, déjà, on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire et cette année, le thème, c'est le pouvoir transformateur de l'économie sociale et solidaire. C'était intéressant aussi de se poser la question de quel est le pouvoir transformateur par la responsabilité territoriale des entreprises. J'avais deux choses aussi à poser comme question par rapport à ça en particulier. Dans l'antétarisme, moi j'ai été extrêmement étonnée de voir que plus de 50%, 52 je crois, si je dis pas de bêtises, % des personnes enquêtées considèrent que les organisations ont un engagement, prennent en compte leur impact environnemental. J'étais impressionnée par ce chiffre parce que je crois qu'on est bien en dessous de ça dans la réalité, pour travailler sur ces questions-là, que ce soit dans l'ESS ou ailleurs. Et je trouvais ça fou que plus de la moitié des répondants se disent qu'en fait, de manière certaine, leur entreprise avait déjà engagé une réflexion sur leur impact environnemental. Ça pose quand même une vraie question. Donc, moi, ce que je voulais te poser comme question, justement, au regard de ce chiffre, mais plus largement, quel est le pouvoir transformateur qu'on peut avoir dans une organisation sur les enjeux de RTE, et en particulier en matière de transition écologique? Merci beaucoup pour la question, mais je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est très très important parce que moi, ça me fait penser vraiment à ce qu'avait bien clarifié et exprimé David Graeber sur le bullshit job. C'est vraiment la distinction entre on donne un emploi et on fait un travail et le sens. Et ça, c'est vraiment très très important. Et ce que vous avez décrit, c'est vraiment exactement moi ce que je constate aussi, à la fois du côté des entreprises, mais aussi du côté des étudiants. C'est-à-dire qu'ils vont s'engager dans une entreprise, mais si au bout de quelques semaines, ils se rendent compte que ça ne tient pas ses promesses, eh bien on s'en va, quoi. Et on n'a pas peur de ça, et on a même CDI, on s'en fout, quoi. Mais on a vraiment... Et donc ça questionne beaucoup sur... est-ce qu'il y a c'est la nature de l'engagement. Et la nature de l'engagement, elle a changé, effectivement, et c'est très important de le comprendre pour voir quelle est la capacité, quel est le pouvoir transformateur de l'économie sociale et solidaire. Parce que peut-être qu'il faut juste, je ne sais pas, rappeler que l'économie sociale et solidaire en France, elle est définie par la loi de 2014, qui dit que c'est un mode d'entreprendre au service du bien, du collectif, et qui associe des coopératives, des associations, des mutuelles, des fondations et des entreprises qui auraient une utilité sociale. Pourquoi? Parce que ce qu'on va mettre en avant, c'est le fait d'avoir cette dimension utilité sociale. Alors depuis 2014, on voit, on a une loi Pacte qui nous dit il faut réconcilier entreprises et sociétés, etc. Et donc on est dans cette recherche de sens et de fait de dire comment on peut remettre de l'engagement au sein des entreprises. Donc quel est le pouvoir transformateur? Et là où je trouve qu'Antoine l'a bien souligné précédemment, c'est que finalement, pour des entreprises ou des unités de l'économie sociale et solidaire qui se donnent une utilité sociale dans leur activité, dans leur raison d'être, on peut être encore plus exigeant sur leur transformation et sur leur engagement dans la transformation.
Et donc la question, c'est de se dire, mais finalement, comment c'est favorisé? On le voit il y a des entreprises de l'ESS, que ce soit des coopératives, des SIC, des SCOP, qui vont chercher autrement à se positionner et à créer de la valeur économique. Donc le pouvoir transformateur, il va venir de la façon dont je vais utiliser finalement ma structure, mon organisation pour mettre du sens. Donc généralement, par exemple, dans les coopératives, on a deux éléments qui caractérisent radicalement, de mon point de vue, l'entreprise coopérative de l'entreprise conventionnelle. C'est d'abord la propriété collective. Ce sont des gens qui sont des membres qui sont engagés sur activité et qui vont en même temps détenir du capital social. Et d'autre part, c'est la gouvernance démocratique. C'est-à-dire une personne est égale une voix. Et ça change fondamentalement la façon de se positionner sur une stratégie productive. On ne va pas chercher à faire de l'argent pour rémunérer des actionnaires. En revanche, on va chercher à être évidemment en bénéfice, c'est-à-dire qu'il faut quand même survivre sur un marché, mais au service des associés coopérateurs et au service de la communauté. Et donc ça nous engage sur du temps long, ça nous engage sur la prise en compte de la dimension du social, de faire attention à ses salariés, faire attention à son impact environnemental, repenser finalement les chaînes de valeur, repenser la façon dont on va organiser la logistique, dont on va organiser les liens avec les producteurs, avec les consommateurs, et dans une optique vraiment d'apporter, de contribuer finalement au bien commun et de se dire, voilà, notre pouvoir transformateur, on va le trouver sur une action collective et ça va engager des innovations sociales. Alors l'innovation sociale, à la différence des innovations technologiques, elle repose vraiment sur l'engagement de plusieurs personnes pour trouver une réponse concrète à un problème d'emploi, à un problème de sens, de trouver du travail, un travail qui réconcilie l'engagement et qui réconcilie la dimension sociale et environnementale. Alors ça, c'est une question qui vraiment interroge sur comment je crée ces dynamiques de participation et comment je peux permettre d'engager et de montrer. Et je trouve que tout à l'heure, c'était vraiment très, très bien dit. Si ça ne marche pas, si l'entreprise ou l'association n'est pas en cohérence, c'est terminé, quoi. Je veux dire, ça s'arrête. Donc, ça pousse, je dirais, aujourd'hui, les unités de l'économie sociale et solidaire à être vertueuses dans le sens où il faut s'engager et il faut être en conformité avec ces valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est la raison pour laquelle la responsabilité territoriale, elle permet vraiment de mettre ensemble l'alignement des valeurs et de l'engagement. Et ça questionne beaucoup sur comment je co-construis, comment justement, je trouve que le projet est très intéressant sur quelles sont les compétences que je peux mobiliser, quelles sont les formations à mettre en œuvre pour pouvoir travailler ensemble à la réalisation de ces objectifs-là. Donc on pourra peut-être revenir dans les questions, mais je pense que là, on est vraiment sur le basculement dans un nouveau contrat social pour réconcilier les parties prenantes, tu as parlé de parties agissantes, à l'intérieur des entreprises, mais aussi à l'extérieur. Et ça devient un levier, et l'économie sociale et solidaire est un levier d'action important des transitions, mais elle n'y arrivera pas seule. C'est une super transition, merci Marine pour l'intervention d'Antoine. Justement, Antoine, la question que je voulais te poser, c'était toi qui représentes sur cette table ronde de SS France, comment l'économie sociale et solidaire peut-elle avoir un pouvoir transformateur de la société sur les enjeux de transformation écologique aujourd'hui? C'est une question évidemment très simple et pas du tout vaste. Moi, je suis très interpellé par ce que dit Jean-Philippe depuis tout à l'heure. Et en cheminant, je me dis que la question des compétences et des savoir-faire est sans doute un des enjeux clés. Pourquoi? Parce que je vais essayer de formuler le paradoxe, mais ce sera pas très bien fait, mais il faut s'habituer à ne plus vivre, il faut être à l'aise avec le fait qu'il n'y ait plus de confort. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la tension que nos organisations vont vivre au regard des enjeux qui sont devant nous
Parce que la prochaine révolution du travail, elle est peut-être déjà en train de commencer dans son ambivalence avec l'intelligence artificielle, y compris dans les boîtes de l'ESS, pour le meilleur et aussi pour le pire. C'est sûr. Des dangers considérables pour tous celles et ceux qui travaillent auprès de l'humain et notamment dans la cohésion sociale. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir deux choses. Première chose, des cadres. On doit accepter, se laisser surprendre pour que celles et ceux qui ont une autre trajectoire, une autre vision, un regard plus frais, plus neuf, décident de s'y retrouver. Et j'insiste sur le cadre qui doit être ouvert. Alors évidemment, on a nos gouvernances qui ne sont pas évidentes à comprendre parce qu'elles sont complexes, parce que travailler dans une entreprise et se dire, en fait, il y a un conseil d'administration avec des bénévoles, ou alors c'est mes collègues qui décident, etc., c'est jamais facile. Mais je pense que c'est préférable à être soumis en permanence à un algorithme. Il y en a dans l'ESS, évidemment, mais surtout un algorithme qui est là pour faire en sorte qu'il y ait le plus de dividendes possible qui sortent à la fin. C'est pas la même chose quand, quand dans la boîte, le dividende final, entre guillemets, c'est l'utilité sociale, ou le dividende sociétal pour d'autres boîtes qui fonctionnent comme ça, que quand le dividende, c'est un pur dividende pour un actionnaire. Et voilà. Donc ça, n'oublions jamais que ce cadre-là est malgré tout propice, mais il peut avoir ses propres dangers, parce que certains peuvent se dire, moi je projette mon travail dans une entreprise de l'ESS comme étant un travail au service du bien commun. Et là, il peut y avoir aussi des warnings à mettre sur l'épuisement professionnel, parce que la quête de changement du monde, elle est infinie. Donc il faut créer des cadres où les portes sont ouvertes, mais où les espaces dans lesquels on peut exprimer dans différents registres, qu'on soit bénévole le week-end chez Alternativa, qu'on fasse de la désobéissance civile, ou acteur syndical, ou que sais-je, et le cadre du travail qui est aussi normé par un droit et qui est aussi protecteur du salarié, et je pense que c'est tant mieux. Donc ça, c'est la première chose, c'est le cadre. La deuxième chose, c'est les compétences. Parce que tout ça, ça nécessite quand même beaucoup d'agilité. Et je vais revenir sur quelque chose qui est central dans l'économie sociale et solidaire, c'est le partage de la valeur. Les choix ne sont jamais faciles et ne seront jamais faciles. Et c'est tant mieux. Et on ne connaît pas mieux que le collectif et la démocratie pour susciter du consentement, de l'adhésion et de la durabilité. Et ça, il faut le dire aussi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire dans sa vie de salarié comme dans sa vie de dirigeant d'une entreprise, arbitrer entre est-ce que je suis le plus solidaire possible, est-ce qu'on est correctement rémunéré, est-ce que l'équilibre temps de vie, temps de travail est correctement fait, est-ce que nous contribuons de manière légitime et correcte aux enjeux de décarbonation, etc. Vous mettez tout ça dans un shaker et vous avez les défis des boîtes de l'ESS. Il faut cartographier ça, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire assez rapidement, parce que nous serons soumis au risque d'être dépassés. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent vous dire il y a une urgence écologique. Pendant qu'on papote, pendant qu'on essaye de discuter, etc., le monde tourne, les inondations se développent, la température augmente. Sauf que l'apport final qui peut être celui de l'ESS, désolé, je ne réponds pas complètement, mais c'est son caractère d'être le creuset de l'expérimentation et de l'innovation. Et de l'innovation démocratique et de la capacité à faire rencontrer des gens qui... et de les alors, je ne sais pas si on peut les réconcilier, mais aussi de désamorcer sans doute des tensions. C'est le dernier point sur lequel venir, c'est que là où il y a débat, il y a confrontation. Et s'il y a confrontation, il peut y avoir acculturation et intercompréhension. Et donc, j'en viens là, c'est que pour ça que je pense que l'organisation de l'économie sociale et solidaire, qu'elle soit coopérative, mutualiste ou associative, elle permet, dans son ADN, de poser ça et d'avoir des endroits où on peut poser ça. C'est pour ça qu'elle est déjà dans beaucoup de secteurs à la pointe, sur... voilà, tu parlais des ressourceries, de l'économie circulaire, etc. Ça serait très bien, mais aussi elle a un dernier point fort, c'est que de fait, par sa finalité politique assumée,
toute entreprise a une réalité politique, sauf que dans l'ESS, on l'assume plus facilement, eh bien, permet de faire changer les esprits. Et ce caractère transformateur est sans doute un des atouts les plus précieux de l'économie sociale et solidaire dans les enjeux de transition écologique. Merci Antoine. Et justement, en fait, ce que tu dis par là, c'est aussi la capacité par la démocratie à pouvoir mobiliser des collectifs et à faire ressortir des initiatives par ces collectifs. Qui dit collectif, une meilleure appropriation et donc durabilité plus forte aussi. Plus expérimentation. Parce qu'en fait, on construit un commun. Et donc, qui dit commun dit que ça peut aussi durer plus longtemps dans le temps. Ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que moi qui travaille sur les questions justement croisées de cette transition écologique, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'initiatives sectorielles en fait, de transition écologique sont issues de l'ESS. On a parlé du réemploi, mais on va parler des énergies renouvelables dès lors que l'on parle d'énergie, de communautés énergétiques locales qui sont justement de la mobilisation de citoyens. C'est la même chose sur la mobilité douce. Ce sont bien des associations de vélo qui ont fait en sorte que ça se développe et qui continuent à travailler avec les collectivités sur l'évolution des aménagements. On pourrait prendre le sujet sur l'éco-construction. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs d'activité, je ne parle même pas des nouveaux modèles d'alimentation durable, des AMAP, etc. Tout ça est issu en fait, de l'économie sociale et solidaire. Donc on voit bien justement notre capacité par des collectifs de citoyens et de citoyennes qui s'organisent en fait, à trouver des solutions. Et du coup, Jean-Philippe, dans la partie recrutement, j'ai envie de vous poser deux questions. C'est déjà, est-ce que c'est perçu, est-ce que c'est compris ce que disait Antoine, est-ce que c'est quelque chose qui est compris par les gens qui viennent dans les cabinets, enfin qui sont que vous rencontrez dans les cabinets de recrutement sur justement cette différence au-delà de la question de la non-lucrativité ou de la lucrativité limitée, mais de ce que ça entraîne en réalité justement dans la capacité de la structure à gérer ses collectifs, etc. Parce que ça pourrait être un argument de sens. Et moi j'avais une question en particulier. Vous êtes un cabinet de recrutement de l'ESS, il y a un certain nombre d'initiatives de transition écologique qui sont portées par l'ESS. Est-ce que vous voyez en fait, est-ce que vous avez beaucoup d'offres transition écologique dans les offres d'emploi que pour lesquelles vous essayez de faire matcher candidats, candidates et offres et est-ce que vous pensez de fait que l'ESS est un vivier pour la nouvelle génération climat qui cherchera du travail? Ok. Plusieurs choses autour de ça. Cette génération climat, j'ai l'impression, ils croient de moins en moins dans les structures de l'ESS, ils croient de plus en plus dans les idées de l'ESS, notamment celle dont vous parliez, Aurore, autour d'une certaine innovation sociétale qui est née, n'aurait pu naître que dans l'économie sociale et solidaire. Mais j'y reviendrai. En termes de structure, il faut voir déjà qu'on est dans une démarche globale de remise en cause de la génération des gens au-dessus de 30 ans. Extrêmement clair. Je discutais avec la directrice d'une boîte de conseil qui me dit, conseiller en stratégie, qui me dit « J'ai entendu 5 fois en 2022, en entretien d'embauche, quelque chose que je n'avais jamais entendu en 10 ans. » Les candidates, jeunes diplômés, tranquilles, qui disent « Mais au fait, bon, vos recos, je vais les faire tout ça, mais on est d'accord que celui qui sait comment faire des recos, c'est moi, c'est pas vous. » Une remise en cause de la compétence de la génération au-dessus, on ne l'a jamais vu à ce niveau-là. Avec assez souvent, quand on pousse la discussion, et de façon assez injuste, hein, on y reviendra, mais il y a des choses justes, il y a des choses assez injustes dans ces remises en cause. Assez souvent, au bout de 10 minutes de discussion, quand on voit ce que votre génération a fait avec le climat, vous la ramenez pas trop. Donc, il y a cette dynamique générale. Après, il y a une notion qui va amener une critique de l'ESS derrière extrêmement importante, qui a énormément changé, la notion de temps et de compte à rebours. On discute beaucoup avec des recruteurs qui ne sont pas dans l'ESS pour voir qu'est-ce qui existe que chez nous, qu'est-ce qui existe chez les autres. Chez TBWA, donc agence de conseil stratégique que personne n'a jamais soupçonné d'être au service de l'intérêt général, ils ont un énorme problème de recrutement des jeunes consultants. Depuis plusieurs décennies, ils avaient un modèle un peu malsain, qui était, ils prenaient des jeunes diplômés d'école, ils les faisaient bosser de 23 à 30 ans pour des salaires bien, mais pas non plus extraordinaires, pas non plus loin d'être hors marché chez TBWA et chez les agences équivalentes. Pourtant, ça bossait
60, 70, 80 heures par semaine, avec des records de marge bénéficiaire brute jamais atteints dans l'histoire de l'humanité. Ça se revend 3 000 à 4 000 euros par jour l'heure du jeune consultant. Ils ne les trouvent plus, les petits jeunes en question. Pourquoi? Parce que ce n'était pas tant le salaire, c'était surtout une promesse pour après si tu tiens. C'est-à-dire ceux qui tenaient jusqu'à 30 ans, énormément de burn-out, hein, c'est là où je vous dis que le système était quand même assez malsain. Des concours de sexisme, plein de trucs très sympas. Mais si vous teniez jusqu'à 30 ans, de vos 30 à vos 67 ans, vous étiez à peu près tranquille pour trouver des boulots beaucoup plus pépères, plutôt bien payés. Et cette promesse, qui parfois est formalisée, parfois non formalisée, qu'on retrouve à peu près dans tout le Big Four d'une façon ou d'une autre sur la partie stratégie, on discutait avec des gens de Sciences Po Lille, et il y en a un qui a bien résumé le truc, qui dit mais en gros, lisez la presse les gens. Je ne sais pas si la civilisation telle qu'on la connaît, elle sera là dans 5 ans. Pourquoi je vais sacrifier mes plus belles années pour quelque chose dans 10 ans? Et c'est cette notion de temps, cette notion de « on n'a plus le temps », qui les a amenés assez souvent à, d'une certaine façon, beaucoup plus de maturité dans leur critique de l'ESS. On entend, notamment du côté du médico-social, où c'est une catastrophe pour le recrutement des travailleurs sociaux, ce qui montre que ça ne touche pas que la jeunesse très scolarisée, les Bac plus 5, ces histoires. Alors eux, c'est vraiment la bérésina pour trouver des candidats. Et on se retrouve à avoir des discussions. J'ai des gens de 20-22 ans qui me disent « non mais ils sont mignons dans le médico-social ». Mais il faut se demander pourquoi le nombre de travailleurs associatifs a triplé en 20 ans. Parce que l'État se délaisse de ses responsabilités. Vous êtes les meilleurs amis du néolibéralisme. L'État commence à vous refiler ses responsabilités, donc il les sort des siennes, ça passe crème parce que vous faites le taf, et quand il en a marre, il coupe. C'est un peu compliqué de répondre à ça, ce qui nous amène, avant de voir en quoi les idées sont populaires et qu'est-ce que les acteurs peuvent faire de l'ESS là-dessus, une petite parenthèse, qui sont les gentils, qui sont les méchants dans cette histoire, qui est assez intéressante. Du côté de l'ESS, je pense que toutes les personnes autour de la table, on peut être d'accord, c'est en train de mettre fin à un système que beaucoup d'acteurs de l'ESS, dont beaucoup d'acteurs de l'ESS ont abusé, qui est, on s'en fout, on a un réservoir de petits jeunes. Il y a toujours eu beaucoup de petits jeunes avec une vocation. Donc, on les embauche. Au bout de 3-4 ans, ils veulent plus de salaire, plus de responsabilité. On ne peut pas, c'est dommage. Et on s'en fout, il y a d'autres petits jeunes qui vont arriver. Et là, le réservoir, il est en train de se fermer. Mais du côté des petits jeunes, il ne faut pas être dans l'angélisme. Franchement, j'en entends beaucoup. Ils veulent tout et son contraire. En gros, ils veulent tous les avantages de l'entrepreneur. Donc, je choisis mes horaires, je choisis mes dossiers, je participe à tous les niveaux stratégiques, sans les inconvénients. Ou alors, on entend des discours du type « Ah, mais moi, je suis de la génération Covid, hein. Je veux vraiment du faire équipe. Hein. » Maintenant, je ne vais pas venir en réunion, enfin, je viens en réunion du faire équipe. Donc, on est quelque part entre ces deux camps qui se regardent, qui ont des responsabilités partagées autour de ce qui est en train de se passer. Pour finir, on voit très très clairement, je vous le disais, un gros succès des idées de l'ESS, exactement ce dont vous parliez, Aurore. Le commerce équitable, le bio, sont nés dans l'économie sociale et solidaire, Magasin du Monde et Nature et Progrès d'un côté et de l'autre, et en plus pour une raison structurelle, hein, pas par hasard. C'est-à-dire, l'administration a du mal avec l'innovation. C'est compliqué, notamment la durée des mandats des élus, plein de raisons font que c'est compliqué. L'entreprise, elle raisonne sur le court terme quand ce n'est pas sur le très 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 court terme. Si le commerce équitable et le bio ont pu naître dans l'ESS, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ROI. On ne leur demandait pas de cracher des dividendes à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans. Et ils ont pu développer ces systèmes. Et il n'y a que l'ESS qui peut amener ça. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait compris, c'est même aimé. Nous, Orientation Durable, on a la chance d'avoir une newsletter où on diffuse les offres d'emploi avec 55 000 abonnés, où il y a et des candidats, et des acteurs de l'ESS, ainsi de suite. Donc assez souvent, on va pousser les initiatives.
faire des appels à bénévolat ou autre chose. Et en gros, il y a une prime énorme au systémique. C'est-à-dire aux initiatives qui pourtant ne proposent pas des postes de salariés, cherchent des bénévoles ou même des gens qui financent. Revenu universel, association Mon Revenu de Base qui promeut le fait d'arriver à un revenu universel, en plus plutôt au niveau international qu'au niveau national, ce que je trouve intéressant. C'est l'un de nos plus grands succès. En ce moment, ce qui cartonne, c'est Communes Activistes. Les communes activistes, c'est un projet de 3-4 séjours de travail commun entre la génération Act Up années 80, années 90, c'est la génération qui est dans le film 120 BPM, et la génération des très radicaux 15-20 ans. Donc on peut se dire que c'est assez pointu quand même. C'est les deux trucs qui marchent le plus. Et même sur des dossiers que vous avez dû suivre les uns et les autres, assez techniques de l'économie sociale et solidaire, on voit un énorme intérêt. On discutait avec les gens du Centre français, du CFF, du Centre français des fondations et fonds de dotation, d'un détail somme toute amusant sur ce que vous avez dit les uns et les autres sur le pouvoir de changement positif de l'ESS. Il semblerait que dans les 7 milliards du crédit impôt recherche, on ait un peu oublié ça. C'est-à-dire c'est vraiment start-up et c'est vraiment pour financer des gens qui vont faire passer la finesse de votre portable de 3 mm à 2,9 mm, infiniment plus, alors là on est dans le 1%, un d'un côté, 100 de l'autre, que toutes les chances d'innovation sociétale. Ça, on a testé l'idée 2-3 fois à orientation durable avec des gens qu'on rencontre, ainsi de suite. Ça plaît énormément. Donc au final, du côté des acteurs de l'ESS, qui peut marcher, s'il est possible d'aller vers le systémique, mais le systémique c'est compliqué, on voit qu'il y a une prime à ça. À minima, ce qui marche chez nos clients, au-delà effectivement, mais vous parliez Marilyn du fait qu'il y a une énorme évolution des bénéfices de tout ce qu'on propose en plus du salaire qu'il faut entièrement repenser, mais ça c'est plus une réponse technique. Mais sinon, une transparence sur le rapport au système, le rapport à l'État. C'est-à-dire, quand on dit, nous, à des acteurs habitat social ou médico-social, vous n'avez pas de honte à avoir dans votre rapport à l'État. Vous n'avez juste pas le choix. Et il y a des débats à mener avec les petits jeunes en question, qui est de dire, oui, bien sûr, on sait qu'on est dans cette logique-là. Mais qu'est-ce qu'on fait des bénéficiaires des centres médico-sociaux? On ferme? On fait quoi? Et la solution que je vois par rapport à ça, c'est même dès l'offre d'emploi, poser le sujet. On a peut-être des défauts dans notre impact sur le système, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue environnemental. Mais ça fait quelques années qu'on est là, les amis. On les assume et on est ouvert pour en discuter. Merci Jean-Philippe. Pour conclure du coup cette table ronde, David, justement, toutes ces évolutions, vous les voyez passer, notamment dans la cohésion sociale, le problème de recrutement, le problème vous les voyez passer nécessairement dans les organisations qui sont affiliées à une formation. Pour resserrer quand même un petit peu sur les enjeux de transition écologique en particulier, ça fait plusieurs années que vous menez un baromètre justement de la transition écologique pour évaluer les besoins des organisations à faire ce changement dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, elles vont être obligées de changer, ça ne veut pas dire forcément des nouveaux métiers, juste à devoir adapter leurs activités. Quels sont les besoins qui ressortent le plus? Ce qui est très intéressant dans le baromètre, c'est que vous les sortez aussi par secteur d'activité, donc c'est assez intéressant parce que ça permet une réponse potentiellement fine et adaptée. Et je voulais qu'on termine aussi pour ouvrir et faire débat aussi sur ça, c'est-à-dire que suite à ça, vous nous parlerez de la formation transition écologique que vous avez mise en place au sein d'une formation et qui est accessible à toutes les organisations. Et Lisa me disait chez vous qu'elle n'est pas tant mobilisée que ça, cette formation, et donc si vous pouvez réagir sur ça, et qu'est-ce que ça implique, et qu'est-ce que ça appelle aussi auprès de nous, réseaux représentatifs collectivement, en termes de communication et d'animation auprès des membres que nous représentons. Oui, ça belle une conclusion. Bon, moi je vais être obligé de le quitter très vite, mais je ne suis pas d'accord sur le médico-social, mais on aura le temps d'en reparler. Vraiment pas, mais pas du tout. Sur la question des difficultés de recrutement, effectivement, enfin, on les constate, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sur la question du baromètre sur la transition écologique, on le fait depuis 2020, c'est la deuxième année, et en fait, un morceau d'un très grand baromètre qu'on fait sur les questions emploi
emploi-formation dans le champ de la cohésion sociale. On a donc interrogé toutes les entreprises, c'est 35 ou 40 000 entreprises qui sont interrogées sur ce baromètre et qui vont donc effectivement, on les interroge sur leurs besoins en compétences. C'est quoi le besoin de vos compétences et derrière, c'est quoi le besoin en formation. On vous renverra, on vous le donnera, mais c'est parce que plutôt que de rentrer dans le détail, mais ce qu'il traduit, c'est effectivement ça c'est plutôt des montées en compétences sur des sujets transversaux que sur des sujets directement liés à la question de la transition écologique. Je crois que c'est important, notamment pour comprendre pourquoi, quand on fait des formations sur la question de la transition écologique, elles ne sont pas si mobilisées qu'on le souhaiterait. Parce que, en réalité, je ne sais pas vraiment comment dire. 93% des gens se sentent concernés par la transition écologique, des associations qu'on interroge, c'est quand même un chiffre extrêmement élevé. Mais après, pour transformer l'essai, il y a un truc qui manque. Il y a de toute façon, on faisait de la littérature, on parlait de la cristallisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment je passe à l'acte et j'y vais véritablement. Or, le secteur associatif ne se pose pas la question de cette manière-là, me semble-t-il. Il se pose la question de se dire comment, dans ce que je fais déjà, je vais intégrer cette dimension-là. Donc, aujourd'hui, pour le coup, même si les répondants disent on est sensible à cette question de la transition écologique, en réalité, les assos, dans leur grande partie, ne sont pas matures. C'est ça. Il n'y a à la fois pas un niveau de maturité et deuxième chose, il n'y a pas le bon niveau de matérialité. C'est-à-dire comment on matérialise ça dans l'ensemble de nos actions. Et quand on prend la question de la maturité, ça veut dire que le premier niveau d'accompagnement qu'on doit faire, qu'on doit proposer, c'est de calculer votre niveau de maturité avec des outils qui ont pu être développés. L'UDES l'a pu le faire. Désolé, c'est pas ESS France, mais... mais c'est très bien, Valorec. Alors, c'est pas Valorec, c'est un autre, par ailleurs, dans le cadre d'un EDEC sur la transition écologique. Et puis... et ensuite, on a la question de développer des sessions de formation qui vont plutôt être ciblées sur la capacité de penser, mettre en œuvre, formaliser une stratégie autour de la transition écologique dans son entreprise. En fait, faire de l'accompagnement au projet. Parce que tout ce qu'on dit, et je reviendrai sur la matérialité après, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ça a quand même trait à cette prise de conscience. C'est comment on intègre dans un projet global qui n'est pas du tout centré. Enfin, une association, c'est super complexe. Hein. Quand on rentre en association, déjà, on ne rentre pas pour être employeur. On rentre pour se conduire un projet. Donc, la question des compétences, ça passe au 25e rang. La question du management RH, ça passe au 25e rang. Sauf les trucs super structurés comme le médico-social, mais qui sont des machines techniques. Mais 80% des associations, c'est moins de 10 salariés. Enfin, c'est tout petit, les assos, quoi. C'est ça le secteur associatif en France. Et quelle que soit la nature de l'association. Donc, on n'y rentre pas non plus, on y rentre pour un projet. J'y rentre pour manager mon club de handball, pour gérer un centre social, enfin, pour faire construire une crèche, enfin, un projet pour la petite enfance, etc. On peut avoir plein de trucs comme ça, mais au départ, on n'est ni employeur et on n'est certainement pas animé dans la manière de s'investir dans l'association par la question de la transition écologique. Tout ça devient incident. Je deviens employeur par hasard et je deviens écologiste dans mon association pas par hasard, pour le coup, par nécessité, parce qu'on voit bien qu'il y a une véritable urgence. Mais ça pose une question qui est, mais comment je fais? Alors je suis venu là pour m'occuper de la petite enfance, pour traduire ça dans mon projet, même si j'ai une sensibilité écologique. Là, ça devient super compliqué. Et tout ça, on parle de bénévoles. C'est-à-dire 90% des dirigeants associatifs sont des bénévoles. Ce n'est pas des directeurs. Il y a des directeurs, salariés formés, l'essentiel, ce sont des bénévoles. Donc, finalement, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, le premier point d'entrée, c'est celui-là. C'est-à-dire comment on arrive à conscientiser et à dire comment, et à mener de l'accompagnement pour que la question de la transition écologique prenne pied dans la stratégie, dans le projet associatif, dans la feuille de route, d'une association. Et donc, on en est là. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut proposer derrière, c'est vrai que ça va être compliqué à mobiliser. Et c'est aussi compliqué parce que l'urgence du secteur, et là c'est la matérialité du secteur associatif, elle n'est pas sur la transition éco.
J'avais un collègue qui avait l'habitude de dire, dans le secteur associatif, on n'est pas des employeurs comme les autres, mais comme les autres, on est des employeurs. On peut faire la même chose sur l'économie. Hein. On ne fait pas d'économie comme les autres, mais comme les autres, il faut qu'on ait une économie qui soit saine. Et donc, en réalité, la conscience de la crise écologique qui devient extrêmement vivace aujourd'hui, elle se confronte à des intérêts extrêmement immédiats qui sont pour le secteur associatif, sa survie, pour une part de ce secteur associatif-là. C'est-à-dire qu'on va travailler la question du financement, mais pour le projet sur lequel on s'est amené, on va plutôt cibler les financements sur l'activité initiale du secteur associatif plutôt que sur la question de la transformation écologique. Et en plus, là pour le coup, il y a une compétence qui est nouvelle, parce que si on travaille sur la question de transformation écologique dans le fonctionnement de l'association, il faut aller chercher des financements qu'on n'a pas l'habitude d'aller mobiliser. Il faut aller chercher avec l'ADEME, truc bidule, des fondations, et là, c'est un univers qui est extraordinairement incertain pour une nouvelle fois, pour des bénévoles, mais même pour des directeurs. Là, il y a un vrai besoin de monter en compétence pour dire comment je vais aller chercher les choses. Tout ça pour dire que le secteur associatif, par ailleurs lui-même, s'il est peut-être prêt à engager sa transformation écologique pour une part, en tout cas sur l'intention, sur la motivation, il n'est probablement pas prêt dans le cadre de ses projets, et surtout ne pourra jamais le faire tout seul. Jamais. C'est pas vrai de croire qu'ils pourront, les assos, je parle des assos, pourront le faire tout seuls, c'est pas vrai. Et on revient là sur la matérialité. Aujourd'hui, transformer ces bâtiments, par exemple, on ne le fera jamais tout seul. Ni en termes de compétences, parce qu'on ne va pas aller chercher de la compétence pour la rénovation thermique au sein de l'association, ni en termes de financement, par exemple. Sur la question des mobilités, ce n'est pas un truc qu'on va gérer tout seul. La question de la mobilité, c'est quelque chose qui est écosystémique. Alors on peut intervenir, effectivement, c'est le très bon exemple que tu prenais tout à l'heure, sur les associations de cyclistes, etc., qui vont venir participer à la transformation. Et donc ce que peut venir amener finalement le secteur associatif, c'est ça. Et tu le redisais, on va le redire, c'est le souffle de la transformation. Alors, on en a besoin, on va vous pousser, et on va continuer à faire ce qu'on fait depuis 150 ans, et on l'a fait particulièrement dans le médico-social, c'est-à-dire transformer complètement la perception qu'on a de l'accompagnement des personnes, de la transformation du monde, et c'est parce qu'on agit, parce qu'on milite, parce qu'on fait du lobbying, c'est un vrai mot, qu'on va amener cette transformation-là. Mais on ne le fera pas seul. Et je pense que c'est le rôle essentiel du secteur associatif, et c'est en ce sens-là que nous, du côté d'Uniformation, on a intérêt à avoir des formations qui déjà permettent de franchir cette étape. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra avoir des formations qui seront plus spécifiques, qui seront plus sur la montée en puissance, en compétences des bénévoles ou des collaborateurs des associations. Merci David, désolé, j'espère que ça a été pour les familles et les associations. Je vais courir. Merci à tous les quatre pour cette table ronde qui était vraiment très riche et qui permettait d'embrasser largement le sujet. On va prendre quelques questions dans la salle. Ce que je propose, qu'on ne déborde pas trop sur les ateliers, c'est qu'on puisse prendre 3-4 questions à une fois et puis que vous puissiez chacun réagir à l'ensemble des questions. Est-ce que vous avez des questions? David Vignoux, du coup, je suis responsable du pôle solidarité à Colombo France. Colombo France, c'est une entreprise qui fait des toits blancs contre la surchauffe des bâtiments élevés. Ce n'est pas juste une bouille, c'est que ça permet de diminuer de l'ordre de 6 degrés la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Alors c'est plutôt un témoignage que j'ai envie de poser, mais qui rentre vraiment dans ce débat. J'ai été très inspiré parce que ce que vous avez dit aussi, monsieur Théboul, parce que je suis un vieux con de plus de 30 ans qui a bossé 15 années, moi aussi. 15 années dans le... Merci, au revoir. On s'en va mettre pour vous m'expliquer pourquoi vous étiez J'ai travaillé 15 années dans l'ESS et puis aujourd'hui, effectivement, je travaille dans une entreprise qu'on va dire classique, même si c'est pas si classique que ça, parce que du coup, nous, on travaille sur la transformation écologique des bâtiments, du bâti, etc. Sauf que on a candidaté pour avoir l'agrément ESUS et on l'a pas eu, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'utilité sociale. Ça, on peut comprendre dans le sens où nos clients ne sont pas des bénéficiaires dans le sens de l'utilité sociale. Ce qui pose quand même question, d'une certaine façon, sur le lien entre l'ESS et en transformation écologique. Mais cela dit, c'est pas grave. Nous, on a un pôle solidarité à Colombo France et l'idée, c'est de travailler justement sur la précarité énergétique des villes. Et je voulais aussi témoigner là-dessus parce que notre vision, c'est de se dire on a des chantiers un peu partout en France et justement, on a envie d'ancrer le Colombo sur les territoires justement et notamment avec des entreprises de l'inclusion, des structures comme Territoire Zéro Chômeur, des structures d'insertion. Et c'est pas si simple que ça.
Non. Je voulais revenir Clair. aussi avec ce que disait monsieur d'Uniformation, sur justement, nous, on est dans l'idée de proposer un nouveau métier dans le cadre des transitions écologiques, dans ces structures d'insertion, en se disant qu'on est capable d'être dans la transmission, dans la formation de métiers d'applicateur, de chef de chantier, etc. Et c'est pas si simple parce qu'effectivement, il y a toute cette réalité aussi des structures d'insertion qui ont des réalités économiques qui font que se lancer dans une nouvelle activité, c'est pas si simple. Voilà, c'était surtout un témoignage que je voulais poser là aujourd'hui. Excusez-moi, j'étais un peu long, hein, mais de se dire que voilà, il y a cette partie-là et puis l'autre partie. Moi, je suis à Paris aujourd'hui. Enfin, j'étais hier à la journée du réseau Rappel, des acteurs de la précarité énergétique qui font un boulot génial sur tout le territoire sur cette question de la précarité énergétique. Sauf que moi, quand je pose cette proposition ESS, eh ben, on voit bien que c'est pas ce qui va les toucher. Et je déplore à chaque fois ce silotage qu'il y a, qui fait que l'ESS fait partie d'un monde, la précarité énergétique d'un autre monde, et ça m'étonne toujours de voir que c'est cloisonné, à travailler ensemble, et notamment sur une problématique qui devrait être commune, qui est celle de la transition écologique. Ah oui, c'est clair. Merci beaucoup pour ce témoignage sur lequel vous pouvez réagir. Est-ce qu'il y a une Intéressant. autre question de la salle? Bonjour, moi j'ai une question par rapport à cette question qui est posée, est-elle prête à engager sa transformation écologique? Moi la question que je me pose c'est, doit-elle être contrainte à engager cette transformation écologique, les organisations de l'ESS, pour assurer finalement une cohérence avec la promesse qui est faite aux salariés, avec la promesse qui est faite d'impact sur le territoire? Voilà, la question que je me pose c'est, est-ce que finalement, pour assurer cette cohérence, les organisations de l'ESS ne doivent pas être contraintes à engager cette transformation écologique pour être des organisations de l'ESSE, économie sociale et solidaire et écologique. Et du coup, le penchant de ça, c'est doit-elle être aidée préférentiellement par rapport aux autres organisations qui n'auraient pas cette cohérence? Je ne sais pas si... Pour commencer à répondre, pour moi, c'est compliqué parce qu'il y a un biais à ça qui est à la limite du philosophique, qui est, on voit assez souvent l'ESS avant toute chose dans un devoir d'exemplarité que du coup les entreprises n'ont pas à avoir, que nous autres citoyens, nous ne devons pas avoir. C'est un truc qui est incroyablement judéo-chrétien comme façon de fonctionner, qui a été utilisé par pas mal de boîtes qui, je ne sais plus le nom de leur assaut, qui cache un Prométhée, je ne sais plus, un lobby derrière, qui ont commencé à attaquer Greenpeace ou autre chose, en disant « Oui, mais Greenpeace, vous nous attaquez parce que on fait pour 20 milliards par an d'énergie fossile, mais vous, par contre, on n'est pas sûr que vous recycliez les papiers. » Derrière, il y a une logique en tout cas dont on doit être conscient, c'est l'ESS est un nain économique en termes d'impact, parce qu'on est plutôt petit comparé en tout cas à l'ensemble du système. Donc pour moi, l'ESS, si elle doit être contrainte, c'est en fonction de son volume et pas plus que les entreprises. Et il ne faut pas que ça bouffe le débat derrière et que ça bouffe une question qui est quand même pas totalement anodine autour de la transition environnementale, qui est le seul moment dans l'histoire de l'humanité où on a réussi à atteindre les objectifs des conférences climat, c'est pendant le premier confinement. C'est pas vraiment une victoire collective, c'est quand la machine s'est cassée, on a réussi à baisser ça. Donc on est quand même aujourd'hui dans le fait de ne pas avoir réussi à faire ça, et faisons très gaffe parce que j'ai vu beaucoup d'initiatives comme ça, de ne pas commencer à dire à tous les acteurs de l'ESS, vous devez être totalement impeccable sur votre propre transition. Et j'en profite rapidement, je n'avais pas répondu à votre deuxième question sur les métiers de la transition environnementale. Faites gaffe à un truc, si vous cherchez des boulots en question, qu'on a vu énormément dans la RSE. La RSE, ça a été un désastre parce qu'il y a eu 200 masters RSE qui se sont créés. Et de l'autre en face, un marché de l'emploi lilliputien. C'est-à-dire quand vous regardez le chiffre d'affaires des gens qui font du conseil, les pure players, les plus gros c'est Utopie, ils sont quoi, 3-4 millions d'euros, des enjeux et des hommes ils sont à 1 ou 2 millions d'euros. Dans le Big Four, tout le monde fait de l'audit environnemental, personne ne fait du conseil. On avait calculé le chiffre d'affaires de tous les gens qui font du conseil RSE, développement durable, c'est 70 millions d'euros maximum. C'est rien, c'est peanuts. Et il peut y avoir un énorme décalage entre tout le raout médiatique autour des métiers de la transition environnementale et la réalité du nombre de postes qui existent.
Antoine, Il y a des façons économiques de déterminer le nombre de postes, en regardant où on est le marché. Il y a une autre façon toute bête, c'est regarder sur Indeed le nombre de postes concernés, et c'est pas très nombreux. Pardon la parenthèse, mais j'avais pas répondu du coup à votre question. Bon, moi, je vais réagir très rapidement aussi. Je pense que la question du financement, elle se pose au-delà de la contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouvais que la table ronde est très intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a un basculement avant Covid, après Covid, une accélération en tout cas. Et ça accélère aussi sur le fait que l'État se désengage de beaucoup de choses depuis très longtemps et que l'ESS, elle est là quoi, pour mettre, je dirais, de l'huile dans les rouages et pour répondre à des besoins. Et aujourd'hui, il y a quand même un problème de financement de ces structures qui, soit parce que voilà, on va sortir les petits jeunes parce qu'on a besoin de renouveler, soit parce qu'on ne va pas faire le job. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui est dramatique, c'est que si on ne reconnaît pas à l'ESS sa capacité d'agir, quelque part, en soutenant financièrement, on remet encore de la difficulté. Et ça, je pense que c'est vraiment anormal que voilà, on demande beaucoup de choses à l'ESS et qu'on ne lui donne pas forcément des moyens pour agir. Juste pour contrebalancer ce que M. Philippe disait juste avant, c'est vrai que sur le poids économique, ça peut sembler petit par rapport aux autres acteurs. Après, je pense que si on change de prisme et qu'on parle en termes d'impact par rapport au nombre de salariés, l'ESS c'est quand même une grosse part en nombre de salariés. Et du coup, si tous ces salariés-là étaient formés et sensibles aux enjeux de la transition écologique, ce serait déjà une masse conséquente, c'est plusieurs millions d'emplois. Et donc, je pense que je sais pas, c'est pour ça que je dis au même titre que les entreprises et pas plus, parce qu'elles sont encore bien. Il y a un phénomène de mode risqué. Vous bossez, je crois, à Max Havelaar, monsieur qui a posé la question. Et à 25 ans, à peine Max Havelaar commence à être connu comme un label équitable, ils se font taper dessus de ouf parce que c'est pas un label bio. Il y a cette espèce de phénomène, vu que vous êtes dans le camp du bien, vous devez être nickel, et dès que, non, au même titre, et en fonction du chiffre d'affaires, je ne me permettrai pas devant l'UNIOPS de dire que c'est un 1, parce que c'est du 1 pour 10, 1 pour 20, en termes d'impact, surtout sur l'industriel. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il ne faut pas en demander plus que son poids sur son comportement au jour le jour de l'ESS. L'exemplarité, politiquement, ça a rarement fait avancer les choses. Très rapidement, commencer par le paradoxe, c'est que aujourd'hui être dans l'ESS, malgré le fait qu'un certain nombre d'acteurs, et non des moindres de l'ESS, tirent leurs ressources de ressources publiques, mais en contrepartie des services qu'ils rendent à la collectivité, c'est comme les grandes entreprises du BTP, si on essaye d'aligner les représentations, même si les registres d'intervention sont évidemment différents. Eh bien, malgré cela, aujourd'hui, on a moins d'aide quand on est une entreprise de l'ESS. Et vos acteurs de la précarité énergétique, ils ont sans doute plus de facilité en étant entreprise PME de droit commun à avoir des aides de l'ADEME, etc., qu'en se revendiquant entreprise de l'ESS parce qu'on n'a pas de tissu consulaire, pardon de le dire comme ça, parce que toujours obligé de se battre pour jouer des coudes pour rentrer à la direction des entreprises à Bercy, etc. Notre vie, c'est aussi ça. Ne l'oublions jamais. Première chose. Deuxième chose, sur les contraintes. Déjà, l'ESS s'impose beaucoup de contraintes. Mais parce que c'est cohérent, tout à l'heure on disait faire sens, etc., parce que c'est cohérent et ça a raison d'être, les raisons d'agir des gens qui la composent, et c'est bien. Elle se fait aussi imposer beaucoup de contraintes, et tant mieux. On reprend l'exemple du médico-social, sanitaire et social, même si tout n'est pas parfait dans le monde associatif, dans les fondations, dans le non lucratif, on n'a pas les scandales qu'on a dans les crèches, dans le funéraire, voilà, je le dis aussi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de partage de la valeur, c'est des tensions permanentes sur lesquelles il faut arbitrer. Est-ce que l'ESS doit se transformer en ESS? Alors, ça commence à faire beaucoup de sigles, déjà d'une. Je vous assure, c'est pas toujours facile à faire comprendre qu'on a un mode d'entreprendre et un mode de développement économique parce qu'on lie le parti au tout. Et n'oublions jamais que nous sommes aussi considérés par la loi comme un mode de développement économique. Sans doute qu'un des sujets qu'il faut remettre sur la table, c'est la question de l'utilité sociale, définie par la loi, et vous en parliez, monsieur, sur l'agrément ESUS, qui est aujourd'hui définie de telle sorte que les imbrications n'ont pas été pensées comme elles auraient dû l'être pensées elles ont été pensées il y a 10 ans, en fait.
elles ont été pensées à 10 ans, elles sont déjà datées pour un certain nombre de choses. Nous, en tout cas, en tant qu'organisation représentative, c'est un débat qu'on souhaite voir poser, en disant comment on fait en sorte que l'utilité sociale... Enfin, ce qui ne nous va pas, c'est l'utilité sociale sans considération de la question écologique, parce que ce n'est plus l'utilité sociale aujourd'hui, que ça s'adresse à des publics vulnérables, leur fragilité, sans penser à ça. Ce qui ne nous va pas non plus, c'est ce qu'on voit arriver parfois, c'est la considération écologique qui fait fi des enjeux de solidarité, etc. Il faut redéfinir. Donc, il y a du boulot là-dessus, mais je pense que c'est sans doute par les acteurs que ça se fera, par les projets associatifs, par les actions coopératives, etc., où on ne sera pas dans la RSE, mais dans la transformation des organisations. C'est pour ça qu'à mon avis, la transformation écologique est aussi une transformation de l'ESS, et les deux vont s'alimenter. L'intérêt de parler de maturité, comme le faisait David, c'est qu'en parlant aussi, on crée de la maturité et on enclenche le cercle vertueux. Et je pense que c'est aussi ce qui nous réunit dans une matinée comme celle-là. Merci beaucoup à toutes et tous et votre participants et pour vos interventions. C'était vraiment très riche et je pense que c'était important. On avait encore rarement eu l'occasion dans l'ESS France de poser ce type de débat autour d'une table ronde et je trouve ça important aussi qu'on puisse le faire et le faire de plus en plus souvent. On va avoir la chance de pouvoir basculer sur 2 ateliers un petit peu plus pratico-pratiques et de témoignages. Donc on accueille 6 personnes aujourd'hui qui sont... Alors au départ c'était vraiment un public d'étudiants agro, donc, puisque c'était avec AgroParisTech, mais on a un peu élargi. Donc de fait on a délibérément choisi d'avoir des témoignages d'anciens étudiants d'agro qui aujourd'hui travaillent dans des structures de l'ESS et qui sont sur des profils vraiment très intéressants. Donc les étudiants vont pouvoir échanger avec ces professionnels-là et voir pourquoi c'est important pour elles et eux de travailler dans l'ESS aujourd'hui. Et puis en parallèle, pour les réseaux et structures de l'ESS, on va avoir un atelier où il se trouve que France Nature Environnement et l'ESS France coaniment le centre de ressources DLA. Le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement, c'est le premier dispositif d'accompagnement à l'ESS soutenu par l'État aujourd'hui. Donc c'est très important en termes d'accompagnement au changement, puisqu'on parlait de besoins d'acculturation et de changement. Et donc on coanime le Centre de ressources nationales sur la transformation écologique. Et aujourd'hui, on travaille dans le cadre de ces travaux pour outiller les chargés de mission de DLA à faire de la transformation écologique un enjeu systémique de n'importe quel accompagnement, à identifier les vulnérabilités et les adaptations possibles des organisations de l'ESS à la crise écologique. Et ce, par secteur d'activité. C'est pour ça qu'on est ravis d'avoir un certain nombre de secteurs d'activité aujourd'hui, de la culture, du sanitaire et social, du sport, du réemploi, de l'alimentation. Ça va nous permettre, j'en oublie évidemment du tourisme, l'idée n'est pas de les citer tous là tout de suite parce qu'on en a un certain nombre, et donc on va se retrouver à travailler vraiment à identifier ces vulnérabilités, ces adaptations potentielles. L'idée étant ensuite de pouvoir mieux vulgariser le sujet et faire en sorte qu'on soit capable d'avoir des accompagnements adaptés au modèle et au secteur d'activité de l'organisation de l'ESS qui vient chercher cet accompagnement. Donc on va rester dans cette grande salle, on va réorganiser avec des tables pour l'atelier vulnérabilité adaptation, et sur la partie témoignage, vous allez basculer dans cette salle qui est très confort pour pouvoir échanger avec les étudiants. Merci beaucoup. Merci. Merci.